Place à nos invités au cœur de l'info. Je suis heureuse, très heureuse en fait, de recevoir depuis Nice deux personnalités qui éclairent l'océan. François Sarano, océanographe, et Marine Calmet, juriste, ont noué un dialogue. Leur texte s'intitule Justice pour l'étoile de mer vers la reconnaissance des droits de l'océan. C'est chez Actes Sud. La science et le droit au service de l'océan, de ce qui le peuple, de ce que c'est ce que vous allez défendre, pardonnez-moi, à Nice ces prochains jours et que vous portez en vous depuis longtemps. Vous allez nous raconter tout cela. Bonsoir, j'aimerais tant être avec vous. En plus, le cadre est magnifique. Vous avez l'air d'être très bien là en ce moment à Nice. Alors, nous allons parler dans un instant des enjeux de ce sommet. Mais avant cela, François Sarano, partagez avec nous ce qui vous anime. L'océan, vous lui avez dédié votre vie. Il couvre l'essentiel de notre terre et pourtant, nous n'en savons presque rien. Et oui, non seulement nous n'en savons presque rien, mais nous ignorons ceux qui l'habitent parce que nous ne voulons pas les reconnaître. Nous ne nous intéressons qu'aux espèces ressources, la morue, le thon, le bar et les autres. Ils n'existent pas. Et donc ce refus d'existence fait que nous ignorons ceux qui les habitent et qu'on pêche en aveugle et qu'on détruit en aveugle les communautés vivantes, support de notre vie. Ces communautés vivantes, vous les côtoyez, vous êtes un scientifique, vous connaissiez des tas de choses sur cette faune sous-marine jusqu'au jour où vous les avez véritablement rencontrées. Quand s'est faite cette rencontre ? Alors cette rencontre s'est faite en plongée et en particulier au cours du tournage du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Et Jacques nous avait dit « soyez poissons parmi les poissons ». Et tout d'un coup, je suis passé du stade de scientifique qui dissèque les animaux, qui essaye de comprendre les détails des détails, et je me suis rendu compte que je m'étais perdu. Pour connaître la vie, il faut aller à sa rencontre. Et là, j'ai découvert que tout d'un coup, parmi ces poissons, parmi ces cétacés, parmi ces cachalots, j'étais un au milieu des autres vivants et que je faisais partie de ces vivants. Nous sommes, que nous le voulions ou non, indéfectiblement liés à tous les vivants de cette planète, à chacun d'entre eux par 3,8 milliards d'années de coévolution. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à cette évolution concertée de tous les individus de chacune des espèces. Et si je devais nous définir chacun d'entre nous, je définirais par les liens que nous tissons avec les autres. On ne se définit pas par son grand nez, ses oreilles ou sa bouche. On définit par les relations qu'on tisse avec ses amis, avec ses parents, avec le cachalot Elliot, avec le grand requin blanc Lady Mystery. C'est ça qui nous construit, c'est ça qui nous fait. Et c'est ça qui nous place au sein de la société. Et bien, pour chaque être vivant, ce sont ces liens qui les placent au sein de l'écosystème. Et il n'y a qu'un écosystème mondial, une seule biosphère, une seule planète, un seul océan, rien ne rechange. Alors préservons-la, faisons de cette planète une zone protégée, préservée. C'est notre maison commune. Il n'y a pas le choix. Si nous voulons offrir à nos enfants un monde désirable, vivable, un monde joyeux où il y aura de la beauté. Stéphane Douméziel était sous ce plateau la semaine dernière. Il était venu nous parler du manifeste du plancton et il nous a dit exactement la même chose. La vie n'a pas conquis la terre par la force et le combat, mais en tissant un réseau au fil des partages hétéroclites. Marine Calmet, nous ne savons pas grand-chose. On l'évoquait tout à l'heure de ce qui peuple nos océans, mais le peu que nous en connaissons, François vient de l'évoquer, nous l'exploitons sans en mesurer les conséquences. Et c'est là que vous entrez en scène avec cette révolution que vous êtes en train de faire par le droit. Oui, tout à fait. En fait, il s'agit aujourd'hui de proposer un nouveau modèle alternatif au droit de l'environnement, au droit maritime, qui finalement se résume à regarder l'océan comme un ensemble gisement de marchandises, de biens, de ressources écosystémiques, de services,
et pas justement comme une communauté vivante, pas comme un réseau d'interdépendance, d'êtres intimement liés entre eux. Or justement, le mouvement des droits de la nature apporte ce changement de regard juridique sur le monde. Au lieu de nous regarder, nous, êtres humains, comme l'alpha et l'oméga du vivant, la seule finalement espèce valable au sommet de la pyramide, eh bien il s'agit de comprendre, comme l'a très bien dit François, que nous appartenons au vivant. Et donc de créer un droit sur mesure pour protéger nos interdépendances, pour protéger les milieux de vie dont nous dépendons. Et ça, demain, c'est absolument vital. Et donc, le mouvement mondial pour les droits de la nature vise d'une part à reconnaître que la nature est une communauté vivante, un sujet juridique et politique en tant que tel, et que la nature a des droits, et que l'océan a des droits, et chaque entité qui le compose a des droits. Parce que demain, il s'agit de cette manière-là de rééquilibrer nos activités humaines afin qu'elles deviennent compatibles, respectueuses des droits des autres, ces autres qui peuplent l'océan et qui aujourd'hui ne sont que des objets, des marchandises à notre disposition. Donc c'est à la fois une révolution éthique, juridique, philosophique, politique. C'est une manière de recomposer la gouvernance de nos océans et faire en sorte que justement on retrouve notre place, qu'on retrouve une dynamique qui soit une dynamique de cohabitation, de partage avec ces milieux marins. François, quelque chose à rajouter, je crois. Oui, pour ajuster notre place avec les autres, il faut les reconnaître. Or, aujourd'hui, nous ne les reconnaissons pas. On ne s'occupe que de 150 espèces ressources et de 50 espèces emblématiques, la baleine, le cachalot, le dauphin. Mais le monde marin, c'est 250 000 espèces qui ont déjà été décrites et des milliers qui ne l'ont pas été. Et celles-là, elles sont rien. Je répète, rien. Moins que la boue, les cailloux et le sable. Par conséquent, tant qu'elles n'auront pas d'existence, tant que nous ne les reconnaîtrons pas, nous ne pourrons pas ajuster nos activités à leur égard. On ne protège pas rien. On protège si on reconnaît. Et après ça, on peut négocier quand on reconnaît l'existence de l'autre. Oui, nous aussi, on a le droit d'existence, le droit de vivre, on a le droit de manger. Donc on négocie notre place. Mais on évite les dégâts collatéraux inutiles, comme par exemple quand on pêche au chalut. Quand on pêche au chalut, on va chercher des espèces ressources, le merlu, la langoustine, comme ça. Mais on ne s'occupe pas des milliers d'individus écrabouillés, écrasés, déchirés, déchiquetés, qui sont remis à l'eau avec la boue et les cailloux. Ils ne sont rien, on ne les considère pas, ils n'ont pas d'existence. Comment voulez-vous qu'on ajuste notre activité si tout d'un coup, on ne leur donne pas un droit d'existence? Vous insistez là-dessus dans votre texte, hein, l'écosystème est insécable. Il faut vraiment penser le vivant tout ensemble et pas par chapelle, si je puis dire. On comprend que c'est cette relation qu'il faut faire bouger. Ça relève de la sensibilité autant que du droit, évidemment. Vous parlez de ces personnalités que vous rencontrez sous l'eau, François. Je ne parlerai pas d'amitié, mais dans tous les cas de relations que vous nouez avec ces animaux que vous rencontrez. Oui, alors au-delà des relations, le travail que nous menons, par exemple avec le clan de cachalots dans l'océan Indien, pendant 15 ans, nous avons partagé la vie d'un clan et vu naître les petits, on les a vus grandir, nous a montré sans aucun doute que chacun construisait son monde propre. Chacun avait sa personnalité. Chacun était singulier, unique. Et quand on dit singulier, unique, ça veut dire irremplaçable. Or, en droit, les individus sont remplaçables les uns par les autres. Ils sont comme si c'était des boulons qu'on peut interchanger. Non, chaque créature vivante, comme nous les humains, est unique, singulière. C'est ça qu'il faut comprendre. Et cette singularité, c'est justement la singularité des liens que chacun tisse avec les autres. Cette singularité-là, c'est celle qui fait la toile du vivant. On parle de toile, on comprend bien que la toile, c'est des fils et des liens. Eh bien, quand on a compris ça, on sait que si on déchire ces fils, si on les coupe, eh bien, la toile s'effiloche et nous tomberons avec. Et je veux prendre un exemple très simple. Est-ce que vous négociez avec vos bactéries et avec votre flore intestinale? Eh bien, vous êtes obligé de le faire, parce que si vous ne négociez pas avec elle, elle est malade et vous mourrez. Cela veut dire que, naturellement, déjà, on essaye de manger correctement et puis de soigner ceux qui vivent en nous et qui nous sont absolument nécessaires. Pareil pour les relations qu'on tisse à l'extérieur. Vous les choyez, parce que si d'un coup vous êtes seul,
alors là aussi, vous mourrez. Et donc, il faut comprendre que les autres êtres vivants fonctionnent de la même chose, de la même manière. Et surtout, on ne sait pas où arrêter cette relation, où mettre le curseur. Donc, il faut tout préserver et donner droit d'existence à chaque nœud singulier de ces interdépendances. Ce qui se passe à l'extérieur de nous se passe à l'intérieur de nous et vice-versa, on l'entend. Il faut lire absolument votre déclaration des droits de l'océan. Marine, elle est évidente. Alors, vous vous êtes appuyé sur ce qui se fait déjà en Équateur, en Espagne, notamment en Nouvelle-Zélande aussi. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, le mouvement mondial des droits de la nature, il a notamment été par le biais de l'Équateur, une ressource pour nous inspirer évidemment de ce qui marche, aussi de ce qui propose des solutions systémiques. Et en Équateur, pays qui est vraiment pionnier de la question, puisque déjà depuis 2008, les droits de la nature sont inscrits dans la constitution équatorienne. Ça a permis de prendre tout un tas de décisions, et notamment des lois très fortes. Une loi qui protège les Galapagos, par exemple, et qui a imposé en fait le fait de respecter le bien-être de l'écosystème des Galapagos, mais aussi de toutes les populations humaines et autres qu'humaines qui peuplent ce territoire. Et puis récemment, l'Équateur nous a vraiment offert une jurisprudence magnifique, puisque dans un cas qui est très concret, qui parle à la France et à beaucoup d'autres pays sur le cas de la pêche intensive et notamment du chalutage, l'Équateur s'est engagé depuis plusieurs années déjà, par une loi à tout simplement interdit la pratique des pêches destructrices dans les 8 premiers milles marins. Et cette décision qui avait été contestée devant les tribunaux, eh bien, le juge constitutionnel est venu rappeler que interdire les pratiques de pêche lorsqu'elles contreviennent aux droits fondamentaux des écosystèmes marins, mais aussi des populations côtières qui en dépendent, c'est une nécessité. Et c'est de la responsabilité de l'État que de légiférer sur ces questions-là. Et donc, on le voit de cette manière-là, nous avons des outils, non pas pour juste faire des petites mesures cosmétiques, pour maintenir un petit peu en sursis le droit existant, non, pour tout transformer totalement notre modèle juridique, reconnaître les interdépendances, l'altérité, voir dans l'autre un sujet juridique et politique qui a des droits qui sont opposables à nos modèles dominants, nos modèles économiques qui ne sont pas compatibles avec la vie sur Terre, que ce soit d'ailleurs en mer comme à terre. Il faut complètement revoir nos modèles économiques et l'outil des droits de la nature permet en cela d'actionner la possibilité de revoir nos institutions, de repenser comment on pense demain une gouvernance qui ne donne pas la priorité à l'argent, qui ne donne pas finalement les clés de nos institutions à ceux qui tirent un profit substantiel de la destruction du vivant. C'est ces outils juridiques dont on a besoin demain pour faire face. Et donc ça se passe évidemment là à l'UNOC, dans les négociations internationales où nous voulons absolument que les droits de l'océan apparaissent dans le texte final qui sera adopté à Nice, mais aussi dans chaque pays où les droits de la nature sont portés par des collectifs, la société civile est vraiment en première ligne sur ce sujet-là. Dans tous les pays où les droits de la nature se propagent, c'est par le biais des associations et des citoyens. Et nous, on est déjà plus de 55 000 citoyens à avoir signé une pétition, un appel pour les droits de l'océan qu'on a lancé sur change.org. Chaque citoyen peut le signer. On est déjà plus de 55 000 et donc on veut porter ce sujet-là jusque aux délégations des États membres qui sont présents et aux autres organisations pour nous aider à nous faire entendre et à obtenir un texte ambitieux pendant l'UNOC. Et ça, c'est hyper important de le rappeler parce qu'effectivement, nous sommes tous responsables. Nous avons chacun d'entre nous du pouvoir. Nous pouvons agir à notre niveau. On peut parler de consommation, déjà notre consommation personnelle. La France est le deuxième domaine maritime au monde. La responsabilité de la France est importante. La France n'est pas exemplaire. Il y a des décisions qui sont prises au niveau ministériel qui ne sont pas exemplaires depuis plusieurs semaines. Vous les interpellez sur ces questions-là. Cette conférence, on en attend énormément. Vous savez à quel point le temps de la diplomatie et de la politique ne correspondent plus du tout à celui de l'urgence environnementale. Comment est-ce que vous pouvez peser dans des rendez-vous comme ceux-ci ? Ils sont nécessaires, vous devez être présent, mais vous savez qu'il y a un risque de déception qui peut être là. La déception, elle serait vraiment si on participait pas, honnêtement. Nous, on a besoin de montrer que, justement, il y a des propositions alternatives. Il y a d'autres messages, justement, qui doivent être envoyés et on ne doit pas céder à la morosité. Quand, dans les ministères, effectivement, on entend que on fera de la protection dans les aires marines au cas par cas, c'est insoutenable. Ce n'est pas valable, cela, comme positionnement politique.
notamment parce qu'aujourd'hui on est pays hôte de la conférence des Nations Unies sur l'océan, donc on ne peut pas se permettre d'être le mauvais élève de la classe, et donc on veut vraiment porter cette voix-là dans les médias, parce que c'est justement maintenant que ça se joue d'obtenir de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron des propositions contraignantes, ambitieuses et qui vont de l'avant, au lieu de faire justement un droit au cas par cas, à la carte, à la tête du client. Ça, c'est inacceptable. Il faut vraiment s'engager fermement pour montrer justement que la France peut aussi avoir une dynamique globale sur d'autres États. On ne peut pas se contenter de la déclaration aujourd'hui. François Sarano, vous interpellez notamment grâce à votre passion, parce que vous êtes quelqu'un de passionné, vous n'êtes pas seul. Votre épouse vous accompagne, vous plaidez depuis longtemps pour multiplier les vraies réserves marines sans aucun prélèvement, ni pêche, ni extraction minière. On en a reparlé récemment avec cette décision de Donald Trump qui est pris à exploiter à nouveau sans aucune autorisation. C'est essentiel pour vous de rester mobilisé sur ce dossier. Essentiel d'avoir des réserves marines en libre évolution sans prélèvement, parce que c'est le seul moyen de laisser à la vie le temps de renaître. Si nous voulons offrir à nos enfants une mer plus riche que celle que nous connaissons, c'est facile. Faisons encore une fois ces vraies réserves et tout le monde en profitera. Je reviens quand même sur ce qui fait le corps de ce que nous demandons. Faisons des autres vivants non plus des objets ressources, mais des partenaires de vie. Nous n'avons qu'une seule biosphère, nous sommes liés à eux. Et si nous devons les représenter, cela va renforcer notre démocratie, parce qu'il va falloir des représentants. Les gens vont s'intéresser. Il va y avoir des discussions pour représenter l'étoile de mer, le cachalot, et négocier ensemble. En gros, élargissons notre démocratie de petit pays à une démocratie vivante de la biosphère. Et là, tout d'un coup, enfin, nous allons pouvoir respirer et envisager un monde durable. Un monde qui sera vivable, parce que aujourd'hui, en ignorant les autres, nous nous suicidons. Il est nécessaire de les prendre en compte. On attend beaucoup de cette conférence, notamment avec le traité sur la biodiversité en haute mer, dont on espérait qu'il serait ratifié. C'est pas acquis du tout. Je crois qu'il n'y a pas le nombre de signatures suffisantes, ce qui est assez désespérant, puisque beaucoup de pays s'étaient engagés. Je crois que quand même les diplomates français ont fait un très gros travail pour essayer de mobiliser les parlements étrangers. Et puis là, c'est une grande déception qui s'annonce pour cette conférence. Alors, déception, les pays se parlent encore. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Merci la France d'avoir réuni ici 140 pays. C'est formidable. On se parle, on doit se parler entre nous les humains et on se doit se parler avec les autres vivants. Ça, c'est la clé. Ensuite, quand même, c'est la 3e conférence seulement sur les océans. Enfin, on met les océans à l'honneur. Et j'espère surtout que le président Macron va réaffirmer avec force sa position contre l'interdiction de l'exploitation minière des grands fonds marins. Parce que si on commence cette exploitation, alors nos enfants ne verront plus jamais les êtres vivants qui peuplent les abysses. Et ça aura un retentissement sur l'ensemble de la vie marine. Mais la France doit être exemplaire. Il faut qu'elle prenne de véritables mesures pour ses réserves, qu'elle dit être protégées. Non, nos réserves ne sont pas protégées. Il faut interdire le chalutage dans les réserves marines. Il faut non pas simplement les mettre en classe 6 de la bonne gestion. Mais ce devrait être l'océan mondial qui est en bonne gestion. Allons, soyons sérieux. Il n'y a pas de gestion de la vie. La vie, elle sait faire. Ça fait 3,5 milliards d'années qu'elle a d'expérience. Elle se gère toute seule. Elle n'a pas besoin de nous. Mais elle a besoin de place et de temps. Et de temps, sans qu'on intervienne. Mais qu'on aille la voir pour rentrer en contact avec elle. Marine Calvet, ce sera ma dernière question. On a d'autres choix que de s'engager, je le rappelle, au niveau politique, au niveau diplomatique et au niveau personnel. Oui, on n'a pas vraiment le choix. C'est un peu le loyer en fait de vivre sur cette planète que de s'engager. On est là et on fait partie du vivant. Et donc aujourd'hui, il s'agit pour nous, la société civile, de toutes les nations, de tous les pays réunis à Nice, de porter cette proposition pour les droits de l'océan. Il y a des associations qui viennent des États-Unis. Il y a eu des représentants, notamment maoris et des îles de l'océan Indien, qui portent ce texte également, qui portent d'autres propositions sur les droits des baleines, des tortues, des requins. On a vraiment besoin de mettre
au pot commun nos forces et de faire en sorte de faire bouger ces textes-là. Et donc aujourd'hui, sur la biodiversité notamment, on a besoin d'un changement de regard. On doit arrêter de passer justement de gestionnaire de patrimoine, comme si on avait un portefeuille d'éléments de la biodiversité ou un portefeuille marin. Non, justement, les droits de la nature apportent des réponses éthiques. Nous devons vivre avec les autres, voire même nous devons associer nos sociétés à vivre comme l'océan. Pensez à vos enfants, pensez au monde que vous voulez leur offrir. Merci infiniment François Sarano. Je pense que vous avez convaincu ceux qui avaient besoin d'être convaincus, c'est certain. Merci pour votre passion. Marine Calmet, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite quand même un très beau sommet. Et je sais qu'il y a de très nombreuses personnes sur place, Heidi Sévestre, je le disais, Stéphane Doumézel, qui sont là, qui vous accompagnent, qui eux aussi vont se mobiliser pour le plancton, pour les glaciers, pour tout l'espace maritime. Merci infiniment.